Hello, hello, Steven, très très heureuse de t'avoir parmi nous sur le podcast Sales. Pour nos auditeurs, je vais te laisser te présenter pour qu'on en sache un peu plus et de là, on va démarrer fort un podcast d'exception avec un invité d'honneur, je vous le garantis. Bah écoutez, merci Safia, bonjour à tous. Alors pour me présenter rapidement, j'accompagne les coachs sportifs à développer leur activité sur Instagram. Maintenant, on fait ça depuis 5 ans. Pour ceux qui savent un peu plus, on est Rivia, voilà, c'est un peu le nom de l'entreprise. On accompagne vraiment essentiellement que du coach sportif à 90% et d'autres infopreneurs, ça peut arriver aussi. Nous, notre but, c'est vraiment changer la vie des coachs. C'est pas qu'une question en fait de nous générer de l'argent, mais avant tout que les coachs sportifs puissent changer de vie. Voilà. Bah, super, merci pour cette introduction plus que claire. Merci à toi, Steven. L'idée pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore et qui maintenant ont compris que toi tu accompagnes essentiellement les coachs sportifs et c'est ta spécialité, on laissera tous tes coordonnées pour toutes les personnes curieuses et qui seraient intéressées par ce que tu proposes en bio à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu toi ton parcours, comment est-ce que tu t'es lancé concrètement dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a créé le déclic chez toi? Alors moi, j'ai mon père qui est entrepreneur, qui avait deux boulangeries, donc j'ai toujours baigné un peu dans l'entrepreneuriat depuis tout petit. Mais j'avais une voie plus corporate, parce qu'à l'époque, je voulais devenir agent immobilier, donc je voulais faire des grandes études, etc. Sauf qu'à la 17 ans, j'ai fini à la rue, pour faire simple, vraiment à la rue, hein, pendant 6 mois, je suis resté dans la rue. Et après, j'étais SDF sans domicile fixe pendant pratiquement 8 ans où je changeais de logement, etc. très régulièrement, que ce soit colocation, amis, etc. C'était très compliqué. Ensuite, j'ai toujours voulu lancer un business, j'ai toujours essayé de lancer des petits trucs, achat-revente de chaussures. Je faisais même des achats-reventes Jiffy, genre j'achetais chez Jiffy, je revendais sur Facebook. Bon, bref, j'ai fait beaucoup de business, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait une agence marketing aussi qui a atteint 800K par an. Ça, c'était ma première grosse réussite, entre guillemets. Je me suis lancé en entrepreneuriat vraiment, entre guillemets, j'ai lancé l'agence en tant que community manager au moment de mon bachelor, parce que j'ai quand même fait des études en marketing du coup. J'ai fait 5 ans d'études en marketing, j'ai lancé le CM en bachelor, puis après j'ai fait social manager, après j'ai fait une agence marketing, et après en fait l'agence, on a fait une agence short et une agence de mailing en plus. Donc il y avait trois agences qui se complétaient assez bien. Et après, on avait aussi les coachs sportifs qu'on accompagnait depuis le début en fait en tant que CM, j'en accompagnais. Puis en fait, on s'est dit, écoute, on arrête les agences, on fait que du coaching business type agence en même temps, et on a développé là-dessus. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on est full coach sportif à peu près. Donc voilà un peu mon parcours. Et maintenant, j'habite sur Dubaï. Un parcours super enrichissant, encore merci pour ce partage à cœur ouvert. Toi, tu nous as dit un élément essentiel, c'est que vraiment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Alors oui, tu avais la figure familiale et notamment paternelle qui t'a un petit peu mis sur le chemin, mais c'est surtout cet événement-là où tu nous disais que tu t'es retrouvé en fait du jour au lendemain un peu sans rien, sans domicile fixe. Est-ce que tu dirais que ça t'a donné vraiment le déclic pour vraiment entreprendre et te responsabiliser dans ta vie? Non, je dirais pas que c'est à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, moi j'étais encore à 17 ans, on est plus dans le côté salariat, enfin en tout cas moi à cette époque-là. Attention, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais à 17 ans aujourd'hui, on se lance sur les réseaux. Oui, c'était il y a 13 ans, hein, j'ai 30 ans pour ceux qui ne savent pas. Il y a 13 ans, les réseaux sociaux, c'était les influenceurs, les Marseillais, etc. Il n'y avait rien d'autre, hein. Il n'y avait pas vraiment de business en ligne. Le community management commençait à se développer entre guillemets. S'il y avait déjà, entre guillemets, l'éducation des personnes, c'est-à-dire que de comprendre ce que on faisait sur les réseaux et tout, était très basse. C'est-à-dire que tout ce qui était, à part créer des sites web à la WordPress à l'époque, il n'y a pas grand-chose qui existait sur ce moment-là, je dis bien. Donc à 17 ans, non, j'étais plutôt dans le côté salariat, le côté je me développe et tout, à gagner un SMIC, ou pour moi 2000 euros et à l'époque c'était énorme. Vraiment le gros déclic c'était quand j'ai commencé à voir des gens sur les réseaux qui avaient à cette époque-là, qui avaient plutôt 30 ans, donc qui avaient 10-12 ans de plus que moi facile, qui faisaient 10, 20, 30 000 via Instagram. Et je voulais chercher à comprendre. Et en fait, moi, j'avais dans tous les business que je lançais, que ce soit l'e-com, etc., où j'étais bon, c'était la partie marketing. Il y avait beaucoup de points où j'étais pas bon du tout, mais la partie marketing, je me débrouillais bien, ça m'éclatait. Et ce qui m'a vraiment poussé, encore une fois, sur l'entrepreneuriat, c'est quand j'ai fait ma première vente. En fait, j'ai fait ma première vente, c'était 1200 euros. Et en fait, j'ai gagné 800 d'alternance. Et en fait, alors pour certains, oui, c'est du chiffre d'affaires, mais quand vous êtes en auto-entreprise, C'est là où chiffre tu te dis d'affaires, c'est possible. voilà, 1200 euros en auto-entreprise. J'étais là, moi, en mode, j'ai fait 1200 euros pour travailler. Je crois que j'avais travaillé peut-être 2-3 jours max. Donc, j'ai dit, mais attends, 1200-3 jours, alors que je travaille pour 800, 30 jours, enfin 20 jours sur le mois. J'ai dit, ok, bah attends, on va essayer de faire un autre. Et deuxième vente, je fais 3000 euros pour un accompagnement à l'époque.
C'était un accompagnement, comprendre mieux les réseaux sociaux. En fait, la personne m'avait demandé à l'époque, j'avais vendu, les personnes étaient tellement pas éduquées. La seule question qu'ils avaient, c'était comment, enfin, je veux connaître les réseaux sociaux, comment faire un réel, comment faire un montage. C'était du truc tellement basique, mais qui se vendait extrêmement cher. Et moi, j'avais vendu à 3 000 euros. Pour moi, c'était un truc de fou déjà. Et puis après, ça s'est enchaîné. J'ai jamais voulu arrêter. Et en fait, quand je voyais ce que je pouvais gagner en ligne chez moi et ce que je gagnais en tant que salarié, je voyais pas du tout l'intérêt d'aller dans le monde du salariat, quoi. Ok, on comprend mieux le déclic. Là, j'ai une question pour toi parce que tu as dit que tu avais naturellement vendu. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence entre la vente de tes débuts et la vente actuellement? En fait, déjà le marché a évolué, tout le marché a évolué, c'est-à-dire que la tendance de consommation d'achat a évolué. Donc oui, la vente n'est plus la même du tout. La vente à l'époque était quand même beaucoup plus simple à l'époque que maintenant. Il y avait beaucoup moins de concurrence à l'époque, il y avait beaucoup moins de méfiance aussi, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques et de scams aujourd'hui. Donc la vente a énormément évolué. Aujourd'hui, si on parle d'un point de vue marketing, ce qui va aider sur la vente, c'est l'authenticité et la transparence et la confiance. Si on parle d'un point de vue call avec un prospect, ce qui va aider, c'est vraiment avant tout de savoir trouver les douleurs, appuyer dessus, comprendre pourquoi la personne est là et lui montrer qu'en fait qu'on peut l'accompagner. Évidemment, si on peut l'accompagner, hein, je dis ça dans le but qu'on puisse l'accompagner, lui montrer qu'en gros on est là pour ça et qu'on va l'aider. Et en fait, aujourd'hui, je dirais la grosse différence aussi, c'est que il y a 10 ans, on n'aurait pas forcé les ventes autant qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on les force pas, les gens vont se faire arnaquer parce qu'ils sont naïfs pour beaucoup. Ils ne connaissent pas tout. Et ils vont aller se faire arnaquer ailleurs. C'est ce que je pense souvent nous avec notre accompagnement. On va pas forcer, mais on se rend compte que cette année, on aurait dû, parce qu'il y a des personnes qui ont perdu 50 000 ou 100 000 euros ailleurs. Par exemple, je te prends le cas d'une cliente, enfin d'une prospect plutôt, en janvier de l'an dernier, qui me dit c'est trop cher, je peux pas rejoindre ton accompagnement, c'est pas possible pour moi. Ok, pas de souci. On comprend. 6 mois plus tard, même pas en mai, 5 mois plus tard, qui me dit j'ai payé 46 000 euros un tel, j'ai pas eu de résultat, pas de lead, rien du tout. Je dis mais je croyais que t'avais pas d'argent. Ouais, mais en fait, tu t'as pas assez poussé pour que je te prenne. C'était pas assez, en fait, t'avais pas en gros la niaque de me prendre. Tu m'as pas montré que tu me voulais absolument et tout. Je dis mais en fait, moi je voulais juste pas te forcer. Enfin, je t'aurais forcé, tu m'aurais dit en fait tu m'as forcé, ça m'a pas plu. Donc à ce moment-là, j'étais un peu, tu vois, dans les Dans deux le sens flou. et dans le flou. Et cette personne me demande maintenant un prix. Je dis bah non. Je dis en fait je vais pas te faire un prix parce que je lui dis t'as payé 46 000. Je lui dis c'est déjà énorme. Et je lui dis aujourd'hui tu me demandes un prix. Donc en fait aujourd'hui à la fin d'année ce qu'on a fait comme bilan avec les membres de l'équipe c'est que chaque fois qu'on n'a pas forcé un peu la vente, les gens se sont fait arnaquer ailleurs. Alors je dis pas qu'il y a que des arnaqueurs autour, mais le problème ceux qui vont souvent bien vous vendre le truc, bien vous modeler comme ceux qui vous disent je Mm, te mm. remplis ton agenda 10 calls par jour sur 30 jours Mais c'est très avec important, c'est très très important que tu en parles parce que le but de ces podcasts aussi, c'est de vraiment partager la réalité et montrer en fait à quel point il y a des infopreneurs qui ont, j'aime bien dire ce mot, cette éthique et qui ont les valeurs de l'être humain, qui vont vouloir pour le bien les closer, les accompagner concrètement pour leur apporter concrètement du résultat. Et d'un autre côté, on retrouve énormément, comme tu l'as dit, de scams avec des promesses juste inconcevables, quoi. des promesses inconcevables et surtout en fait ils vont jouer sur les points de douleur de la cible. Donc souvent ceux qui vont regarder le call, là, les personnes qui vont regarder le podcast, souvent par exemple je sais pas si votre but c'est d'avoir des clients, ils vont vous dire tiens je te remplis ton agenda 10 calls par jour sur 30 jours avec seulement 500 euros d'ads, ou certains vont même pas vous dire le budget ads, ils vont dire avec les ads. Mhm. Sauf que Mhm. si c'était le cas et si c'était vrai et que si ça marchait aussi bien, tout le monde met du budget ads, on met 500 euros pour en gagner 20 millions. Vas-y, on y va. C'est pas le cas. C'est que oui, ça fonctionne, mais c'est pas aussi simple que ça. Déjà, si vous savez pas closer, allez closer sur de l'ads, vous allez vous manger une pelle phénoménale. Donc aujourd'hui, c'est en fait nous, on est dans l'optique, on veut pas forcer la vente, mais on veut montrer aussi que on peut les aider et qu'il faudrait éviter d'aller prendre des calls avec des gens qui leur promettent monde et merveille et qui n'auront jamais. Nous, on promet rien en fait. Ça veut dire que dans notre accompagnement, on te promet la mise en œuvre de moyens, on va tout faire pour que tu y arrives. Mais si derrière, c'est comme un coach sportif, s'il donne une diète et que tu respectes pas la diète, tu vas pas maigrir. Nous, si tu respectes pas ce qu'on dit, tu vas pas fonctionner non plus. Donc c'est le même principe là-dessus. Donc pour la vente, voilà, je voudrais vraiment faire un gros point sur ta question sur la partie vente. Voilà comment nous on voit les choses. Non mais top pour la clarification, puis ça donne des éléments aussi à nos auditeurs. On a des infopreneurs qui nous regardent, on a des personnes qui voudraient rentrer dans le monde du sales, donc setting et du closing, et qui se demanderaient comment est-ce que ça fonctionne concrètement. Il y a des infopreneurs aussi qui
ne passent pas, ou des coachs hein, en l'occurrence qui ne passent pas le cap parce qu'ils ont peur de l'arnaque. Mais comme tu l'as très bien souligné, c'est surtout bah, regarder ce qu'il y a derrière. Et ça me permet de te poser aussi cette question, en tout cas, quel est ton avis sur si tu devais donner des conseils à un coach, un infopreneur qui hésiterait entre plusieurs accompagnements, pour toi, qu'est-ce qu'on devrait regarder de prime abord? Quels sont les éléments, les informations qui ne sont pas trompeurs et qui pourraient nous indiquer que c'est l'accompagnement qu'il nous faut? Pour moi, aujourd'hui, alors attention, c'est ma vision des choses. Je pense qu'aujourd'hui, dès que vous voyez que c'est juste un school ou une formation en ligne, prenez pas, ça sert à rien. Ça va vous apporter de l'information, mais c'est tout. En fait, et l'information, c'est bien, mais ça permet pas de passer à l'action. 100% Ça vous d'accord. permet, ça vous bouge pas le cul, entre guillemets. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est un accompagnement où vous avez des visios. Alors peut-être pas visio illimité, vous aurez jamais ça pratiquement, mais au moins des visios avec. Alors évitez les CSM aussi, si possible. Demandez si c'est le coach ou si c'est un membre de l'équipe. Évitez tout ce qui est CSM. Les CSM, c'est quoi? C'est Customer Success Manager. C'est souvent en fait des personnes qui sont payées pour driver ce qu'il y a sur le school. Donc en fait, c'est pas un accompagnement pour moi techniquement. Donc je vous dirais plutôt aller voir des personnes qui vont vous accompagner en visio, qui auront une base school aussi parce que ce sera obligatoire et qui vont vous dire quoi faire, quoi mettre en place, vous motiver, vous répondre à vos questions, avoir un Slack ou un WhatsApp, éviter tout ce qui est par mail aussi, euh, et éviter les trucs aussi, je dirais, de promesses, voilà, fais 10 000 € en moins de 3 mois, fais 20 000 € en moins de 3 mois. Tous ces trucs-là, c'est faux, c'est impossible de promettre ça. Nous, on a des personnes à qui on n'aurait jamais pensé faire pratiquement 1 € et on leur a Mm, dit, ils mm, font plus mm. de 40 000 par mois. Il y a Ouais, des On gens, connaît j'aurais. on connaît la personne en l'occurrence, on connaît une personne en commun qui nous a fait d'énormes chiffres alors que pour le coup elle partait tellement loin par rapport aux autres coachs sportifs que tu as fait rentrer et elle est passée dans les tops. Hein. C'est ça. Et en fait, autant il y a des gens qui ont lancé de zéro et on a fait des records comme tu le dis. Voilà. Donc, en fait, il y a tellement de choses aujourd'hui qui rentrent en compte. C'est juste, en fait, prendre un accompagnement. Déjà, ne partez pas du principe que l'accompagnement va vous rendre riche. Partez du principe que ce qui va vous apporter va vous aider à faire de l'argent déjà. Vous n'aurez jamais 100% de l'accompagnement, où vous allez être satisfait. Vous allez avoir que 2 à 5% qui va vous convenir et vous aider dans cet accompagnement. Et souvent, pourquoi vous ne ferez pas d'argent? C'est par le manque de passage à l'action et l'ego. C'est-à-dire que je le Mm. vois moi Très important. je le vois chez beaucoup d'amis à moi qui font du coaching business sur des personnes qui font zéro. On leur dit de faire du setting. Ah mais j'aime pas ça, pas le setting, je veux pas. Non, il y a autrement, on peut faire autrement. Bah autrement, Non, ok. Du coup, t'as des ads qui tournent. Ah non mais non, non. j'aime pas la publicité, je veux pas. Ok, du coup, tu veux pas faire de publicité, tu peux pas faire de setting. Et du coup, les appels de clause, tu vas faire comment? Ah mais les appels de clause, j'aime pas, je vais faire par message Insta. Ah, mais en fait, si tu fais tout le contraire de ce qu'on te dit, oui, ça marchera pas. Enfin, en gros, voilà, c'est un peu les conseils, je dirais, si quelqu'un veut faire prendre un accompagnement, qui regarde la partie visio et aussi s'il est prêt à passer à l'action. Je te rejoins aussi sur le fait d'aller se renseigner à la source. En fait, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que certains coachs, certains infopreneurs vont tendance à déléguer, alors pas qu'on soit pas pour la délégation, parce qu'à un certain stade, c'est important de déléguer. Mais si on n'a jamais de contact direct avec la source, donc l'image du compte Instagram, l'image du compte YouTube, l'image de la publicité, donc la personne en charge de l'accompagnement, on doit quand même pouvoir avoir un minimum de communication avec cette personne. Tu l'as dit, ça peut être à travers des visios, ça peut être, toi en l'occurrence, Steven, si je me trompe pas, tu prenais encore au moins en grande partie tes appels de close. C'est toi qui avais le contact direct avec les clients que tu faisais entrer. Alors moi, j'ai arrêté les appels de clause il y a maintenant 2 mois environ. Intéressant. Alors, je prends encore des appels, hein. C'est même pas, j'appelle même pas ça des appels de clause. Moi, j'appelle ça des appels en plutôt à titre préventif. C'est-à-dire que les gens prennent un call chez nous pour savoir ce qu'on fait et surtout ce qu'ils doivent pas acheter J'aime ailleurs et bien. faire attention à ça. J'aime bien. Mais moi, j'en prends pratiquement plus parce qu'en fait, il y en a beaucoup aujourd'hui. Malheureusement, c'est sans prétention, mais beaucoup prennent parce que je fais beaucoup d'argent et que les gens se disent bah tiens. C'est un peu comme un fan, tu vois, en fait, pour savoir des Mhm. infos, pour essayer d'avoir gratté de l'info. En fait, pourquoi ça s'est arrêté parce qu'en fait, il y a eu 2 personnes, je te promets que c'est arrivé, qui ont pris le call, qui ont fait style d'être intéressés et qui ont revendu mes infos comme un accompagnement. C'est-à-dire que je te promets qu'il y a une personne qui avait dit, genre juste après notre call, vend un accompagnement business, coach sportif, et il a repris ce que j'avais mis sur YouTube plus ce que j'avais dit en fait, il a laissé quelques questions et Mhm. il vend exactement ça aujourd'hui à 2500 balles. Il y connaît rien du tout, il a aucun résultat et il vend ça. Et en fait, c'est arrivé, il y a eu ça, il y en a eu un autre pareil, ça a été vraiment la pêche aux infos. Et j'en ai eu un peu marre en fait de prendre des calls et perdre du temps là-dessus. Donc voilà pourquoi je les prends plus. Je peux encore en prendre, Et mais j'évite. comment est-ce que tu réagis à ce genre de personnes? C'est quelque chose qui te déstabilise ou pas du tout? Non, en fait, moi je me dis, t'imagines si t'es obligé de faire ça pour faire. Enfin, si tu fais ça pour
entre guillemets, lancer ton business ou développer ton business, c'est que vraiment, t'as un produit de merde. Genre vraiment, t'as déjà, ça veut dire que t'as aucune compétence ni connaissance dans ce que tu vends. Et c'est qu'en plus, tu vas aller vendre des infos, entre guillemets, une partie de l'info. Donc pour moi, c'est vraiment bidon. Là, ça C'est rejoint ce pas, que tu dis tout à l'heure, en fait, c'est que si vous allez acheter ou vous allez investir dans une banque d'informations, donc un school, une formation, simplement une formation sans l'accompagnement derrière, il ne faut pas vous attendre à avoir des résultats. Il ne faut pas vous attendre à avoir de très bons résultats. Parce que s'il n'y a pas la partie accompagnement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la partie expertise de l'infopreneur, donc du coach, s'il n'y a pas la partie expertise du terrain, de ce qui a été avéré comme des techniques qui marchent, des techniques qui ne marchent pas, etc., en fait, finalement, les résultats ne viendront pas. Et si toi, aujourd'hui, dans ton accompagnement, tu peux estimer qu'il faut faire comme ça et comme ça, et pas comme ça, comme ça et comme ça, c'est ton expérience de terrain qui va faire que tes clients à l'heure actuelle ont des résultats que très peu de coachs sportifs arrivent à obtenir. ben, nous, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, nous, ça fait 5 ans qu'on le fait. Alors, certains vont me dire, ouais, mais t'as bien des personnes qui n'ont pas réussi. Toutes les personnes qui n'ont pas réussi ont un point commun. Alors, toutes les personnes qui n'ont pas réussi, déjà, il n'y en a pas non plus énormément. Je crois qu'on doit être, sur cette année 2025, on doit être sur 4 personnes sur à peu près 150 clients, peut-être, environ. Maximum, hein, grand maximum. Et à chaque fois, c'est les personnes qui n'ont pas publié un seul contenu. Si elles ont publié contenu, il y en a qu'un qui a publié le contenu qui n'a pas de résultat. C'est simple, tous ces appels de close, c'est en voiture ou j'en ai rien à foutre. Par exemple, dès que le prospect lui dit que ça a un truc qui ne convient pas, il raccroche. Voilà. Donc en fait, il y a un moment, je suis pas magicien non plus, hein, si tu fais ça avec tes calls. Mais en fait, les personnes qui réussissent pas souvent, c'est parce qu'en fait, ne font pas du tout confiance au process. C'est souvent des personnes en fait qui n'ont pas de besoin ou de manque d'argent. Tu vois, c'est des Je vais personnes juste te qui. mettre une petite parenthèse, Steven. C'est Vas-y. qu'en fait, moi, je suis dans les coulisses. Donc, je vois concrètement ce que Steven fait, tout ce qu'il met en place, tout ce qu'il met en place, notamment pour les infopreneurs, du coup, qui viennent. Donc, les coachs sportifs, toutes les personnes qui peuvent les aider, qui vont leur apprendre à setter, à closer, à faire du contenu organique, la publicité, le montage vidéo, ils ont tout à disposition. Donc, ce qui veut dire que là, ce qu'il explique, c'est que les personnes, en fait, elles ont juste à demander les informations, à appliquer et à s'y tenir. C'est ça. C'est que C'est ce que tu me vraiment. corriges si c'est pas le Non, cas. mais Mais c'est ça. quand je suis en interne, je le vois concrètement et C'est pourtant c'est pas moi qui suis coachée, mais en- je fais partie en- voilà, de l'interne. Et donc de moi, ce que j'ai vu par rapport à certains accompagnements, notamment de coach, c'est que vraiment ils ont tout à disposition. Ils ont une partie pour apprendre le setting avec des personnes compétentes dans le setting, une partie closing avec des personnes compétentes dans le closing qui peuvent avoir vraiment du feedback et de la rétrospective et de l'application et de la correction, etc. Ils ont une partie marketing avec du contenu organique, avec une partie publicitaire avec quelqu'un qui va s'occuper vraiment de paramétrer les publicités. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut pas y arriver quand on a vraiment toutes les... En fait, souvent, ceux qui n'y arrivent pas, comme je dis, c'est ceux qui n'ont pas vraiment de problème ou de pourquoi fort. Le why de Simon Sinek, si vous voulez aller voir la vidéo ou le livre, c'est hyper important. Mais souvent, c'est des personnes, moi, je vois, qui sont pas en manque d'argent. En fait, ils vont prendre l'accompagnement parce qu'en fait, c'est un peu comme un jeu à gratter. Tu vois, ils vont prendre le ticket de loto à gratter. Bah tiens, je peux peut-être gagner. Ils prennent l'accompagnement, c'est pareil. Oh bah tiens, si je fais les trucs, moi aussi, ça peut marcher. Mais en fait, si les gens viennent juste pour ça, non, ça marchera pas parce qu'il faut vraiment être à fond quand même dans son business. Enfin, si trop de personnes pensent que lancer son entreprise, c'est moins prenant que le salariat. Alors, peut-être certains business, peut-être. Mais alors, honnêtement, aujourd'hui, sur le business en ligne, Instagram, coach sportif, non, ça va vous prendre 2 fois plus de temps, surtout au début, le temps de tout déléguer, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de résultats, en fait, moi je le vois, hein, même dans d'autres. C'est vraiment les gens qui ne foutent rien. Ils avancent pas, ils se trouvent des excuses à tout. Ah ouais, mais là, je pouvais pas, il y avait mes parents, et puis là, je pouvais pas parce que ma fille était malade, là, je pouvais pas parce que ma caméra était cassée. C'est hallucinant. C'est hallucinant de voir le nombre de personnes qui se trouvent des excuses parce qu'en fait ils ont peur, en fait ils ont des craintes intérieures. Et là moi je leur dirais prenez des accompagnements mindset pour Ouais, comprendre vos c'est blocages. primordial. Tu vois, c'est exactement ça quand j'avais mis dans ma bio là, vendre pour se transformer. Et en fait, je dis que l'étape numéro une en setting et en closing, donc dans la vente, ça va vraiment de se traiter l'intérieur de soi en fait, de vraiment aller détruire les croyances limitantes parce que C'est finalement, ça. tu es le reflet de ce que tu penses à l'intérieur et de ce que tu vis à l'intérieur. Et si t'as pas passé ce cap-là, si t'as pas brisé les plafonds de verre, derrière, en fait, ça te met tellement de freins. Et puis même, tes freins, surtout, c'était dans la vente, par exemple. Admettons, tu es quelqu'un qui va prendre, bah, du coup,
une place en tant que setter, en tant que closer, bah, toutes tes craintes, tu vas les rejeter. Et donc, tu as beaucoup d'appels qui vont pas aboutir sur un close, donc sur une collaboration avec notamment toi, tes coachs sportifs, pour la simple et bonne raison qu'en fait, tu as des croyances internes sur le coût, sur la façon de fonctionner, etc. Et donc, ces croyances internes-là, qui sont des croyances limitantes, vont t'empêcher d'aller closer. Et c'est bien dommage parce que, bah, En fait, moi, si je te dis un truc sur la partie croyance limitant de blocage, tout ça, accompagnement mindset, même si vous le faites et que vous n'êtes pas prêt, entre guillemets, à bosser derrière, ça marchera pas. Pour moi, vraiment le plus important, et ça, c'est un truc que j'entends depuis le début de l'entrepreneuriat, c'est passage à l'action. Passage à l'action, passage à l'action. En fait, même si vous avez du mal, essayez de faire une fois. En fait, c'est-à-dire que essayez de au moins une fois le faire. Et vous allez voir qu'au moment que ça va réussir, comme dire, tomber 10 fois pour se relever 11. En fait, vous allez le faire une fois et au moment que ça marche, vous allez dire, mais en fait, c'est pas si compliqué. En fait, si vous êtes capable aujourd'hui d'être salarié, de vous lever le matin, de faire une heure de route, vous tapez les transports, vous tapez votre voiture dans le froid, vous levez à 6 heures du mat pour revenir à 19 heures, vous êtes capable de vendre en ligne et de faire votre business. Après, certains me disent, ouais, mais j'ai pas de compétences. Vous avez tous une compétence. Vous avez tous une compétence organisationnelle, de réseau, peut-être sur les e-com, peut-être sur l'image, peut-être sur le design, peut-être sur le copy. Il y a un milliard de compétences qui peuvent se faire. Et si vous n'êtes pas, vous avez qu'à juste vous former. Aujourd'hui, il y a tellement de business qui ont besoin. Le business de setting, honnêtement, faut pas avoir, comment dire, bac plus 10 pour savoir faire du setting. c'est ce que Faut j'allais juste dire. faire. J'allais dire pour moi la Ouais. compétence, excuse-moi de te couper, Steven, je disais pour moi la compétence vraiment la plus basique et celle qui te servira dans n'importe quel business que tu pourrais faire par la suite, c'est vraiment le setting et le closing. Si tu sais vendre, c'est que tu sais te traiter toi-même déjà à l'intérieur parce que étape 1, c'est vraiment aller régler toutes tes croyances internes. Étape 2, tu sais engager de la communication donc en setting. Et étape 3, tu sais closer donc tu sais aller comprendre les besoins d'une personne, les analyser, comprendre leurs intentions et que si ta solution elle paraît comme une évidence pour ton prospect, tu vas pouvoir collaborer avec lui. Et si tu as cette compétence-là qui pour moi aujourd'hui est la plus accessible, le meilleur investissement, c'est le meilleur tremplin aussi pour aller dans l'entrepreneuriat et se lancer dans un business un peu plus complexe parce que tu auras des compétences solides. Je sais pas ce que toi tu en penses. Pour moi, le closing, c'est pas fait pour tout le monde. Je sais que beaucoup de personnes, le closing, c'est très compliqué. Je dirais pas le closing où je mettrais tout le monde dedans, mais le setting, oui. Le setting, honnêtement, tout le monde Mm. sait faire une conversation sur Insta. Tout le monde sait, entre guillemets, faire des messages et avoir une douleur et un boulot et envoyer en call. Je veux dire, le setting, il y a des personnes qui font 2, 3, 4 000, 5 000, 10 000 euros, ça dépend par mois, ça dépend de la cible encore une fois. Moi, je vois mon setter, il doit faire 5 000 euros par mois. Il n'a pas besoin, enfin, je veux dire, même lui, hein, il le voit, il n'a pas besoin d'être Einstein ou d'avoir fait bac plus 10. Hein. Il fait 5K par mois, il a, je crois, 20 ans, peut-être 19 ans. Mm. Voilà, il fait 5K par mois tranquille. Depuis, Sachant que tu là, as il est en. précisé, sachant que tu précisé qu'il fait du setting écrit et qu'en plus, en fonction Ouais. de la personnalité de la personne, on peut aller sur du setting, bah, du coup, du DM setting, on peut aller sur du call setting, ce que j'ai beaucoup pratiqué, donc c'est du setting plus oratoire, avec un semblant de conversation sans se montrer. On peut aller également sur un mix des deux, on peut aller sur... Enfin voilà, il y a plusieurs formes de setting. Donc, comme tu dis, enfin, pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir mener une conversation. Si on n'est pas à l'aise à l'oral, on peut se rabattre sur la solution écrite. Si on est plus à l'aise à l'oral, on peut se rabattre sur la solution orale. Voilà. Si ton setter, c'est la preuve existante, s'il peut faire 5K Mais, en ah oui, 20 non, ans en faisant mais, du setting, c'est que tout le monde peut l'apprendre du coup. mais tout le monde. Alors, attention, le plus dur pour vous, ça sera de trouver l'infopreneur qui a une offre qui est bonne, qui a un marketing qui est bon et qui a déjà, on va dire, entre guillemets, du call et qui rentre du cash. Donc, ça, c'est encore une autre. Si on parle du setting, c'est une autre problématique, c'est de trouver le bon infopreneur. Parce que si vous prenez par exemple demain un coach sportif, je ne vais pas dénigrer les coachs sportifs, mais à 7 heures chez un coach sportif, s'il fait 2000, 3000 par mois, c'est déjà énorme. Ça relève un peu du miracle. C'est pas non plus tous les setters qui vont faire ça. Voilà, après ça dépend. Il y a des setters, je connais, qui font 15K par mois. Attention, par contre, ils travaillent. Hein. Les setters, par contre, c'est un peu ingrat, c'est travailler 7 jours sur 7, 30 jours par mois. Mais par contre, vous êtes à la maison sur votre téléphone, vous travaillez 2-3 heures par jour, peut-être 4 heures grand max, suivant le nombre de leads. Mais encore une fois, aujourd'hui, quelqu'un qui veut bien gagner sa vie, il peut. Hein. Il y a tellement de business. Qu'est-ce Après, c'est juste de que, trouver. qu'est-ce que tu dirais à un jeune, par exemple, qui voudrait se lancer dans le setting et qui saurait pas comment... bah déjà, étape 1, moi j'ai tendance à dire qu'il faut se former, se faire accompagner, bah, ça reste pour moi le b.a-ba, hein, parce que bah, sans formation, sans structure, c'est difficile même d'aller approcher un infopreneur et de lui demander d'être son setter et lui dire oui, bah, je vais prendre tes conversations, il faut quand même savoir maîtriser la compétence. C'est pas une compétence qui est compliquée, mais c'est une compétence à maîtriser comme toute compétence. Qu'est-ce que toi tu dirais
à ce jeune ou à ce moins jeune d'ailleurs qui serait formé en setting, mais qui ne saurait pas trouver d'infopreneurs, comme tu le dis, assez stables? Quels sont peut-être les éléments à regarder? Quelles sont les niches les plus prometteuses selon toi? Il n'y a pas de niche plus prometteuse en fait du moment. Aussi, il faut que vous ayez que ça vous plaise. J'irai pas dire à quelqu'un, tiens, va chez les coachs sportifs, alors que la personne par exemple déteste le sport et que c'est pas du tout son domaine ni son monde. Ça, c'est clair. En fait, je vais dire plutôt la personne va sur le domaine qui te plaît déjà un minimum. Si ça te plaît esthétique, bah va sur l'esthétique. Si ça te plaît, je sais pas, tout ce qui est paysagiste, si tu trouves un paysagiste, enfin, va déjà sur un truc qui te plaît un minimum. Parce que si ça te plaît pas, faut pas oublier que tu vas bosser tous les jours dessus, quoi. Si tu bosses tous les jours dessus, que tu fais la gueule et que ça te plaît pas et que tu t'investis pas, ça va pas durer longtemps, quoi. Donc en fait, l'argent, oui, c'est facile d'en faire, mais derrière aussi, il faut avoir l'envie et aimer ce qu'on fait. 100% d'accord avec toi, l'envie, mais ce qu'on fait, je rajouterais, mais tu l'avais déjà dit juste avant, c'est le travail. C'est que pour avoir fait beaucoup de settings, surtout au début, c'est très ingrat, il faut faire sa place, il faut travailler cette set. Une fois qu'on a de très bons résultats, qu'on a trouvé le bon collaborateur, là, ça peut couler de source, comme on dit. Enfin voilà, Steven a cet exemple-là où son secteur bah, gagne très bien sa vie, mieux qu'un cadre aujourd'hui, un cadre salarié en France. Donc c'est possible de faire de l'argent en ligne. Maintenant, il s'investit. Je pense qu'il travaille avec rigueur et avec un ferveur, comme on dit. Donc c'est une question aussi de s'en donner les moyens, quoi. C'est c'est te donner les moyens, mais attention, encore une fois, c'est facile de dire ça, mais ce que j'aimerais surtout dire, c'est à quel moment, en fait, votre vie vous. Alors, c'est un peu horrible de dire ça, mais votre vie vous déplaît à quel point? Qu'est-ce que vous êtes Oui, prêt à faire c'est aujourd'hui? 100%. C'est 100%. Euh, c'est vraiment ça. Moi, par exemple, j'ai travaillé à Paris. Enfin, je travaillais enfin, sur Paris même et à la Défense, j'ai travaillé. Je peux vous dire, quand vous faites du 94 à la Défense, en métro, RER, la totale, enfin tous les transports connus, et vous prenez un bus pour arriver, vous êtes parti à 6 heures, vous êtes arrivé à 8h45, vous venez de faire 2h45 de transport, que là vous arrivez, on vous en met plein la gueule parce que vous avez peut-être oublié un truc, que vous êtes dans une tenue qui vous sert, qui vous a coûté c'est un costard généralement à 300-400 balles minimum, pour au final aller manger le midi avec des collègues que la plupart vous appréciez pas, pour rentrer à 21h et recommencer tous les jours, tout ça pour gagner, allez, 2500 € et et que vous attendez vos 5 semaines de congé pour dépenser le peu d'argent que vous avez de côté, franchement, Il je sais faut pas. l'aimer ce type de vie. Et en fait, t'as Voilà, dit, je pense qu'au bout d'un an, je sais pas vous, mais il y a un moment, vous imaginez que 2005, c'est ce que font des mecs de 17 ans avec du setting, hein, maintenant. D'ailleurs, petit aparté, mais j'ai un ami qui fait travailler sa sœur de 15 ans en tant que setteuse sur Instagram. Vu qu'elle a les cours, tout ça, c'est compliqué, mais enfin entre 800 € et 1100 € par mois en travaillant que le soir, hein. oui, mais c'est une nouvelle génération qui a vraiment, vraiment une mine d'or, quoi. Aujourd'hui, dans le digital, à 14-15 ans, j'ai vu, hier, j'étais en train de regarder une vidéo, peut-être que tu le connais, d'Yacoubi, Hamza Yacoubi. Alors, je retiens pas les noms, mais je retiens plutôt les têtes, mais sans Il doute, hein. est, euh, il fait beaucoup, beaucoup de contenu mindset sur Instagram et il disait il avait fait un call avec un petit de 14 ans, 1 million cash sur le compte, Oui, mais, un mais en million soi, c'est cash. c'est pas. En fait, pour beaucoup, c'est énorme, 1 million, mais Mais c'est pas non, non, l'argent, c'est c'est pas, pas. ouais, c'est pas, je suis Comme, d'accord. en fait, moi, je peux te dire que le million, c'est. Beaucoup de gens, en fait, le voient comme un truc de fou, mais en fait, je leur dis, 1 million sur un compte, t'achètes une baraque, t'achètes une voiture. C'est pas non plus des tonnes, tu vois. Les gens ils pensent que c'est bon, 1 million tu vis toute ta vie. Pas du tout. 1 million, c'est pas énorme, hein, 1 million à faire. Je dis pas que tout le monde peut le faire, mais c'est pas non plus énorme. Si vous comptez d'1 million, vous n'allez pas aller loin. Sachant que quand vous allez vouloir réinvestir dans des business, quand vous allez vouloir acheter des choses qui vous permettent de vous développer, vous regardez aujourd'hui, vous prenez Jordan Belfort, c'est 120 000 $ les 20 minutes de call. Pour un mec comme lui, 120 000 $, vous voulez demain investir dans un business, vous voulez avoir les meilleurs, etc. pendant une demi-heure en call, vous allez acheter 50-100K, vous allez voir que ça part très 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 vite, hein. Donc oui, 1 million à 14 ans, c'est énorme. Je pense qu'il fait partie des 1%. Je dis pas que voilà, mais c'est pas non plus. Quand vous avez 14 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans maintenant aujourd'hui, vous êtes tellement mis en avant par l'algo, tellement les gens vous idéalisent. Et même moi, quand je vois un mec de 18-20 ans qui fait, on peut prendre Keo qui fait 12 millions à 21 ans, peu importe son éthique, on s'en fout, ça reste un business. Bah, 12 millions à 21 ans, c'est un truc de fou quand même de faire 12 millions, plus sans parler des formations, tout ce qu'il doit faire. Donc il doit même être à 20 millions. C'est un truc de fou de faire 20 millions à 21 ans. Il a juste un ordi et comme vous, une connexion, pas plus quoi. Je reviens sur un élément que tu citais tout à l'heure. D'ailleurs, c'est très marrant parce que je suis en train de préparer
du contenu en rapport avec ça où j'avais marqué en fait que tu te bouges et tu te mets un réel coup de pied aux fesses et tu te mets un réel déclic dans ta vie au moment où tu ne supportes plus les conditions de ta vie et au moment où la douleur est supérieure à juste je manque de quelque chose, mais que ça devient tellement douloureux sur une échelle de 0 à 10 que tu approches les 8 les 10 voire les plus que les 10 que c'est vraiment cette situation-là douloureuse qui va te faire passer à l'action et finalement pas juste un manque. Parce que tout le monde pourrait dire je manque d'argent, je ne peux pas m'acheter le sac que je veux, je ne peux pas m'acheter la voiture que je veux, je ne peux pas partir en vacances autant que je veux. Mais tant que tu es dans une situation où tu tolères ça et que ce n'est pas douloureux au point de t'en bouger et t'en donner les moyens, finalement tu resteras dans ce train. Donc je reprends ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est très très important parce que finalement tant qu'on se satisfait dans cette situation, bah, il n'y a pas de réel passage à l'action avec du résultat concret, quoi. Mais en fait, comme je dirais, c'est que le, en fait, c'est juste qu'en fait, les gens se font des montagnes. En fait, le problème des croyances. En fait, pour faire simple, toute notre vie, en tout cas sur le marché francophone, on est éduqué à dire tiens, faire 1005, ça sera déjà bien, faire 2000, c'est incroyable, faire 3000 par mois en fin de carrière. Donc déjà, on a une croyance là-dessus en se disant 3000, c'est un truc de fou. Donc le problème, c'est que les personnes, déjà, quand elles se lancent, elles se disent déjà, je peux pas facturer 1000 balles, 2000, 3000, 4000 euros. Donc il y a déjà ces croyances-là qui bloquent beaucoup de personnes en disant putain, si je prends 2000 à quelqu'un, je le vole. Mais non, si vous prenez 2000, ça dépend de quel service, mais vous allez peut-être lui apporter 20 000, 30 000, 50 000. Vous prenez chez nous un coach moyen, il fait 250 000, 300 000 l'année, en moyenne. Il y en a qui font moins, d'autres qui font plus. Demain, imaginons que sur les 350 000, je lui dis tiens, je te prends 50 000 euros. Demain, vous payez 50 000 euros et vous en faites 350 à l'année. Mais qui va dire non? Enfin, vous trouvez personne va dire non, il faudrait être pratiquement bête pour dire je prends pas. Et c'est pareil dans les investissements. En fait, il faut vous dire qu'est-ce que vous allez rapporter à la personne. Vous prenez le copywriting, c'est un peu tout ce qui est écrit pour vendre, pour faire simple, hein. J'ai un peu réduit le copywriting, vous m'excuserez, mais pour les personnes qui ne connaissent pas. Beaucoup de... Euh, vous écrivez pour vendre. Imaginons, vous changez la page de vente, les écrits d'un site web, et que vous allez apporter, je sais pas, 30 litres de plus. Et sur les 30, il y en a 10 qui ont closé de plus grâce uniquement, votre AB test le prouve, et que la personne s'est empoché 200 000 euros. Imaginons son offre elle a 20 000 euros. Et vous avez facturé 5 000. Bah, vous pensez que vous volez la personne? Loin de là, hein. C'est même vous qui vous faites voler à la fin. Donc il faut vraiment absolument vous mettre dans la tête que vous voulez vous lancer, vous avez juste arrêté d'écouter votre entourage, d'écouter des personnes qui n'ont jamais fait d'argent en ligne. Et attention, ne pas tomber aussi dans les influenceurs qu'on peut voir sur les réseaux. Tiens, fais 5 000 euros par mois avec cette nouvelle IA. Ouais, c'est bidon. Si avec cette nouvelle IA on faisait 5 000 euros, tout ça se serait. Tout le monde le ferait. Déjà, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau Voilà. parce qu'en plus, on a un continent, notamment les US, qui sont vraiment en avance sur le marché plutôt français, donc francophone ou en tout cas occidental. Donc, déjà, à ce compte-là, il n'y a rien de nouveau. Ce sont des redites de choses qui ont déjà été faites, mais c'est juste qu'on est très en retard, surtout. Ça, c'est la réalité. Et puis, comme tu le dis, plutôt qu'aller dans des business, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, plutôt que d'aller dans des business qui seraient hyper new, hyper tendance, etc., il faut revenir à des business ou en tout cas des activités en ligne qui sont indispensables. Typiquement, tu disais le setting. Aujourd'hui, pour un coach en ligne, un infopreneur, un entrepreneur en ligne, il a besoin d'un assistant manager, il a besoin d'un setter, il a besoin de personnes qui vont s'occuper de ses réseaux. Donc, aller sur des business, en fait, qui nécessitent un besoin chez d'autres personnes. Parce que quand on vient combler un besoin, c'est plus facile derrière d'aller se vendre et d'aller montrer qu'on a une plus-value et d'aller montrer qu'on va apporter plus de chiffre d'affaires au coach, à l'infopreneur, etc. Hmm. Je sais pas si toi tu me rejoins sur cette vision-là. Honnêtement, je te rejoins totalement là-dessus, hein. Ok, top. Je te rejoins totalement là-dessus. Tout à l'heure, tu nous disais que le closing, c'était pas fait pour tout le monde. Alors, je suis curieuse de savoir pour toi, parce que je sais que tu as l'expérience d'en avoir vu énormément. J'ai vu aussi ta petite story hier du closer. Ouais. Si tu veux la raconter, mais bon, parce que voilà, c'est ça aussi les coulisses de ces podcasts, c'est de montrer les réalités. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Comme le dit Steven à plusieurs reprises, à un moment donné, il n'y a pas qu'un facteur qui compte pour faire de l'argent, et puis il n'y a pas un domaine où vous trouverez l'Eldorado, ça n'existe pas. Il y a toujours, bah voilà, il y a toujours de mauvaises expériences, des personnes qui vont venir jouer avec d'autres, etc. Mais ça, c'était un petit aparté. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir toi, parce que je sais que Steven, t'en as vu passer des tonnes de cette heure de closer. Et tu nous as dit que le closing, c'était pas fait pour tout le monde. Donc, quels sont pour toi
les caractéristiques qui feraient qu'on pourrait être closer, quoi. Les caractéristiques, déjà, beaucoup d'empathie d'humain, pour moi, c'est important. Alors, tout dépend, ça dépend. Si vous cherchez ça dépend. Il y a deux types de closers. Il y a les closers que j'appelle un peu du scam, qui en ont rien à foutre et qui ont qu'une pitié, où là, on est sur du requin, qui est prêt à tout faire n'importe quoi pour vendre. Donc ça, c'est une type de closer que moi, je vais pas mettre en avant. Et On on a un type n'adhère de pas du closer que tout. voilà, Poubelle. je vais mettre plus en avant, qui est le type de closer avec de l'empathie, de l'humain, et qui va aller chercher à comprendre les prospects, et qui va avoir aussi aucun problème à aller creuser de la douleur, et aller confronter des prospects en call, et à pouvoir aussi avoir la patience et que ce soit la patience, que ça soit au fait en fait d'aller chercher le prospect à lui montrer qu'on est là pour l'aider. En fait, vraiment, pour moi, un closer, je dirais aujourd'hui, c'est vraiment des personnes qui ont une grosse confiance en eux-mêmes. Si vous n'avez pas confiance en vous, le closing, oubliez, honnêtement. Vous allez vous faire détruire dans la plupart des marchés. Il y a très peu de niches où ça pourra passer. Et il faut vraiment avoir cette envie d'appât du gain. C'est-à-dire que vous ne devenez pas closer pour, en fait, parce que l'entreprise, ça vous plaît énormément que les gens dans l'accompagnement. Vous Oui, c'est devenez pas un closer parce métier que ultra social, quoi. En fait, il faut savoir c'est faire la part des choses. En fait, pour moi, c'est vraiment un métier c'est l'argent qui vous drive, honnêtement, à 90%. Et vous avez en plus ce côté empathie humain et d'investissement. Mais si l'argent vous drive pas, faites pas closer. Parce qu'en fait, tu soulignes deux éléments qui pour moi sont primordiaux. C'est un, le travail sur soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas bullshit, pas pour faire encore un cours de mindset parce que je sais qu'on en voit beaucoup sur les réseaux. Mais finalement, si on n'est pas allé travailler sa confiance en soi, son estime de soi, qu'on ne sait pas ce qu'on vaut et que derrière, on va pas communiquer en fait une énergie qui donne envie. On va pas communiquer une énergie de confiance. Si nous-mêmes à l'intérieur on doute, on a confiance en nous, en la solution et en le prospect, on ne closera pas. On ne closera pas, C'est ça ça. c'est sûr et certain. Donc déjà, c'est le premier élément, c'est travailler sur soi, aller travailler ses fondations et ses bases pour pouvoir transmettre à une personne, parce qu'en fait, finalement, le closing, c'est aussi une transmission d'énergie et c'est aussi une transmission un aspect guide. On est là pour tirer la personne, on est là pour pousser la personne, on est là pour lui faire réaliser qu'il faut aller dans ses retranchements et qu'il faut reprendre sa vie sur telle ou telle manière et lui faire comprendre aussi, lui faire changer, parfois même le faire conscientiser, pardon, et le faire changer d'état d'esprit pour qu'il comprenne que ce que là on propose, parce que nous on vient quand même avec une éthique, je sais que c'est un mot qui pour toi, Steven, est un peu mitigé, mais moi c'est un mot que j'aime bien utiliser, mais c'est une réelle éthique dans le sens où on vient pour aider une personne, on vient parce qu'on sait qu'on a confiance en nous, en la solution, en le prospect, et derrière il y a beaucoup de travail où nous-mêmes il faut qu'on ait un mindset de force, de guerrier, et derrière on va venir travailler le mindset de la personne. Donc déjà si on n'est pas en mesure soit de pouvoir travailler sur soi, ça va être compliqué de travailler sur quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a un aspect très coaching, hein. Moi, j'ai tendance à dire que dans le closing, il y a un aspect très coaching, montrer aussi qu'il y a une posture que nous, on a déjà, et que la personne n'a pas forcément. Le fait de conscientiser certains éléments, le fait de passer à l'action, c'est pas inné chez tout le monde, c'est pas inné chez tous les prospects. Sinon, bah, ça serait super facile de closer. Et puis le deuxième aspect aussi, c'est ce que tu disais, en fait, ça rejoint la performance. C'est un métier de performance. Et s'il n'y a pas cette idée de performance comme dans le sport de haut niveau, pas derrière déjà, le closer va pas longtemps être closer parce qu'il pourra pas en vivre. C'est déjà le premier élément, parce que c'est quand même son gagne-pain et c'est quand même son leitmotiv. Et puis deux, il est sur un siège éjectable, parce que les infopreneurs et les coachs vont avoir tendance à caractériser un closer sur deux aspects, sur son aspect relation, la communication, ce qui dégage, les retours qu'on a des clients qui ont été closés, etc. Et le deuxième aspect qui est celui sur lequel il se penche le plus, c'est tes performances, donc c'est ton taux de conversion, c'est comment est-ce que tu te situes par rapport aux autres membres de l'équipe, est-ce que tu es moins bon, est-ce que tu es le meilleur, est-ce que tu es moyen, qu'est-ce que tu mets en avant pour progresser, et si tu n'as pas cet aspect performance et que tu es juste là pour faire du social, tu vas être éjecté comme ça, quoi. Bah, tu vas être éjecté, et puis en fait, t'es remplaçable. En fait, le closer, setter, tout ça. Malheureusement, c'est très remplaçable rapidement. Euh, et c'est. En fait, comme tu disais, hein, le closer va pas gagner d'argent en fait s'il est là juste pour dire bah tiens, je fais un nouveau métier quoi. Donc, il faut vraiment là-dessus faire attention. Et l'éthique, attention, je suis quand même
c'est important pour moi aussi l'éthique, hein, je dis pas, c'est pas un C'est le mot mot. entre guillemets qui me gêne, c'est important, même beaucoup plus que le reste. C'est-à-dire que quand je dis, par exemple, alors je parlais tout à l'heure Kéo, je disais ouais, chacun son éthique là-dessus, Mm. c'est juste par rapport au business, mais après niveau closing, pour moi c'est primordial. Je préfère vraiment quelqu'un d'éthique et qui est moins de tout de pourcent de close que non éthique et qui close. En fait, c'est comme, tu peux t'en rappeler, hein, c'est que nous on écoute les calls de closing, etc. pour faire attention à tout ça. Parce que ça peut Mhm. porter préjudice, ça peut porter des problèmes. D'ailleurs, j'ai eu mon avocate il n'y a pas longtemps, comme ça je peux donner un peu l'info. Mon avocate, elle a eu un infopreneur où elle avait un closer depuis 7 mois. Ça se passait très très bien. Et en fait, les résultats baissaient au fur et à mesure des mois, mais ça remontait des fois, ça rebaissait. Mm. Et en Ouais, fait, c'est il fluctuant. y avait personne qui contrôlait les appels. Elle n'avait pas de lead of sales qui contrôlait les appels. Donc elle avait full confiance. Et en fait, elle s'est rendue compte que depuis 3 4 mois, il vendait sa propre offre, qu'il avait dupliqué de l'infopreneur. Donc il avait fait la même offre et qui vendait moins cher que ça. Et en fait, il proposait à chaque fois les deux solutions. Et en fait, il a pris à l'infopreneur à peu plus de 250 000 euros. Donc le problème, c'est que, un, bah, du coup, ça crée une mauvaise image à la boîte. Ça crée aussi bah, un vol assez important, des préjudices. Et du coup, ce closer, du coup, l'infopreneur porte plainte contre ce closer parce que c'est pas très légal non plus. Et en fait, encore une fois, c'est un closer qui n'avait aucune éthique. Enfin, pour faire ça, il faut avoir vraiment aucune éthique. Donc cette Et personne, ça existe, voilà. hein, ça existe. C'est pour ça que Ah je oui. disais, faut parler des choses qui se passent concrètement sur le marché. Ça existe. J'en ai entendu de mes propres oreilles de personnes qui vont venir juste closer, pour aller chercher de l'argent. C'est ça. Même si la personne est dans des difficultés monstrueuses et que la solution n'est pas du tout adaptée, ils trouveront forcément une passe pour faire comprendre à la personne par X ou Y raison que s'il peut aller vendre son rein pour rentrer dans l'appel pour rentrer dans la solution et puis voilà et puis après ils s'en foutent parce que si derrière la personne elle engendre pas des procédures et qu'elle n'est pas bien accompagnée sur ses droits, bah voilà, c'est un clause qui est Il y passé avait, et c'est il y avait un truc très bien fait à l'époque, il y a 5 10 ans maintenant. C'était les agences marketing qui vendaient des sites web, je pense que beaucoup l'ont vu. C'était par exemple 200 euros par mois, tu as ton site web avec maintenance, la totale, le site web de tes rêves. Mm. 200 euros par mois, mais sans jamais dire de délai. Et en fait, les gens, ce qui tombaient dans le panneau, ils tombaient dans le panneau bêtement, je dirais. C'était sur le point qu'en gros, tu signes. En fait, tu étais en call avec eux, tu signais le contrat sans le lire, parce que tu le signais. Et dans le contrat, c'était 200 euros par mois sur un an, puis 400 euros par mois sur un an, puis 500 euros par mois sur une autre année. En fait, tu payais un site entre 10 et 15 000 euros comme ça. Et en fait, quand tu signais, tu ne signais pas auprès de l'agence, tu signais sur un organisme de crédit. Donc en fait, Ok. tu t'es obligé de rembourser. Tu pouvais faire ce que tu veux, hein, arrêter les prélèvements, tout ça. Ça finissait en huissier de justice, etc. Et en fait, c'était des agences qui ont fait ça avec des milliers de clients. Parce qu'ils faisaient du call d'email par centaines de milliers. Ils faisaient du call d'email, enfin du call téléphonique aussi par milliers. Et en gros, c'était hyper simple l'offre à closer. Je te close 200 euros par mois. Tout le monde disait oui. Et en fait, quand ça, c'est devenu un peu trop courant, ce qu'ils closaient, c'était ton site pour 499 euros. Genre, à partir de 499 euros. Donc en fait, la réalité, tu payes 499 pendant 3 mois, pas de prélèvement, et au bout de 3 mois, tu avais un prélèvement de genre 1000 euros par mois pendant 12 mois. Et c'est des trucs qui ont été connus, qui ont fait ravage, hein. Et c'est des closers qui n'avaient aucune pitié. Enfin, il y a même des closers qui n'étaient pas au courant de ce que c'était vraiment. Et en Ouais, ça fait, c'est le d'ailleurs, ils plus gagnaient des compliqué. commissions. Ils gagnaient des commissions très basses. Ils vendaient 200 euros par mois, et en fait, le mec lui disait bah tiens, t'as signé un site à 600 balles, je te donne 60 euros. Bah non, en fait, t'avais signé un site à 12 000 euros, quoi. Voilà. C'est bien d'avoir ouvert la porte aux commissions parce que tout à l'heure tu parlais et tu disais qu'il fallait avoir la part de la performance, qu'il fallait avoir aussi en tant que setter, on pouvait très bien gagner sa vie, encore faut-il setter et closer pour des infopreneurs qui ont des tickets qui soient réalistes parce qu'on prend une commission. Généralement, cette commission, elle varie. Elle est en moyenne à 5% pour un setter, elle peut être entre 8 et 12% en moyenne pour un closer. Donc 8 et 12% de 1000, c'est pas la même chose que 8 et 12% de 500 et ni même de 5000 quoi. Bah, des setters, aujourd'hui, j'en vois entre 5 et 10%, même si la moyenne c'est 5 à 8 que Mm. je vois. Et closer, en fait, on est même à 6% sur des grosses offres.
On est à des offres à plus de 20 ou 30 000 euros. J'ai vu 6% avec des atteintes d'objectifs, etc., qui permettent de passer à 8 ou à 10. Mais c'est clair que oui, 12%. J'ai même vu des closers à 20% récemment là. Oui, mais Alors, j'avais une différence. je sais pas qui accepte ça encore. Je vous le dis honnêtement, me demandez même pas un jour 20%, ça sera non. Mais j'ai vu des Par contre, closers c'est à possible, 20%. petit aparté, c'est possible parce que je l'ai déjà négocié. Et quand vous savez négocier, que vous savez ce que vous pouvez apporter comme résultat, et que vous avez des personnes aussi qui ne sont pas forcément très compétentes en closing, vous arrivez avec de vraies compétences en closing et que c'est un petit peu la faiblesse de son business, vous pouvez aller closer plus que la moyenne. Alors Mais il faut vous être sûr de pouvez soi. après. Ouais, le problème c'est que vous pouvez, mais souvent ça va pas durer longtemps parce qu'en fait la personne va dire putain ça me prend 20%. Donc en fait il y a toujours un choix, hein. C'est comme nous, on peut demain facturer 100 000 en accompagnement, ok, mais combien de personnes vont rentrer et combien de personnes va vraiment rester et pas demander un remboursement. Ça c'est autre chose. Mais pourtant ça se vend, hein. 100 000 il y en a plein qui vendent des accompagnements. Mais encore une fois c'est toute une question de qu'est-ce qu'on veut de son business quoi. Mais 20% chez un closer, oui ça se fait. Après ça dépend aussi de l'offre, hein. Si c'est une offre à 500 euros, ce serait pas étonnant que ce soit 20%. Je vous le dis honnêtement. Voilà, mais sur des offres à 10, 15, 20 000 euros, moi je vois par exemple toutes les Après, personnes qui ont signé 20%, ils trouvent ils cherchent pas, ils passent plus de temps à trouver des solutions pour le remplacer la personne. oui. Après, il y a des caractéristiques pour les auditeurs. Déjà, il y a différents types de niches. Il y a du B2B, donc du professionnel à professionnel, et il y a du B2C. Les tickets moyens en B2C sont beaucoup plus faibles. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, du high ticket en B2C, 1500 euros en accompagnement, c'est très, enfin, c'est très courant. En B2B, un accompagnement à 20 000 euros, c'est aussi très courant. Mais c'est pas les mêmes tickets alors que les deux sont considérés comme du high ticket, donc du très haut ticket. C'est juste que c'est pas comment dire, des mondes qui sont comparables parce que du B2C, je le rappelle, c'est vraiment de professionnel à particulier et qu'une prestation ou un professionnel va délivrer une prestation de service comme du coaching sportif justement. Et du B2B, c'est un professionnel qui va venir aider à apporter de la plus-value sur un business par exemple à un autre professionnel qui serait dans une niche un peu différente, comme le cas de Steven qui lui est un professionnel qui va aider d'autres professionnels, des coachs sportifs en l'occurrence. Tout à fait. Donc les 6% sur 20 000 euros, ça paraît logique, parce que 6% de 20 000 euros, ça sera toujours mieux payé que 10% de 1500. Tout à fait, c'est ça. Donc voilà, après c'est encore un business, le closing, comme je disais, il faut quand même être très compétent. Si vous avez pas de compétences en vente, allez sur le setting, ça sera plus simple. De toute Vraiment, façon, vous pour prendrez moins moi, la de tête. toute façon, pour moi, il faut commencer par le setting et après aller dans le closing. Ça sert à rien de Après, louper l'étape parce que vraiment, comment dire, j'ai pu parler avec pas mal de closers, surtout sur pôle de vente, challenge, etc. Et en fait, le setting te permet de comprendre ce que c'est que la qualification et vraiment aller dans l'appel de découverte en allant creuser, on est une réelle, de réelles fondations sur l'aspect question exploratoire, question de clarification, etc. Donc vraiment la base pour moi de l'appel, parce que pour moi c'est cette partie-là qui fait quasiment tout l'appel de closing, c'est si on allait creuser, qu'on allait mettre un climat de confiance, qu'on a posé les bonnes questions, qu'on a répondu sur les bonnes informations, qu'on a rebondi en donnant de bonnes clarifications. Donc j'ai tendance à dire que dans tous les cas, même si c'est une très courte période, commencer par du setting pour s'y mettre dedans. Et dans tous les cas, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Steven, si c'est juste faire une formation pour faire une formation, ça sert à rien. Faites de l'accompagnement, allez vous faire accompagner concrètement. J'ai tendance à dire, je me vends même pas, mais allez vers les meilleurs, en fait, allez vers les gens qui vont vous tenir, moi, qui vont vous faire des revues de call, qui vont venir vous coacher concrètement et qui vont vous montrer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas et de vous donner du vrai feedback pour vous améliorer. Et à partir de ce moment-là, si on fait par exemple même 2 semaines, un mois de setting, histoire de lancer la machine en même temps que d'apprendre et d'approfondir le closing parce qu'on a déjà des compétences de confiance en soi, comme tu disais, de vraies caractéristiques qui vont faire qu'on sera un bon closer, en tout cas de prime abord. Et ben en attendant, moi je conseille à tout le monde de se lancer déjà dans le setting, d'aller comprendre la compétence, ça donne déjà un peu d'avance et puis après d'aller dans le closing. pour moi, pour moi, faire le setting au début, pas tout le monde, tu vois, parce qu'en fait, il y a des closers. Moi, je connais des closers. Ils sont nuls en conversation, c'est pas méchant, mais tu leur mets des conversations, même eux-mêmes quand ils te parlent, ils savent pas se vendre par message. Par contre, ils sont très bons, tu vois, à l'oral, tu vois, et inversement. Donc, et le problème, c'est que souvent, un bon setter, bah, généralement, il aura peur d'aller sur le closing ensuite parce que s'il fait déjà de l'argent,
Il aura peur et puis l'infopreneur voudra pas forcément le laisser aller sur le closing. Je connais très peu d'infopreneurs qui laissent le setter aller closer, tu vois. Et souvent, ils vont le laisser aller closer uniquement si par exemple il prend 10% pour faire setting closing. Alors que normalement, il devrait prendre 15, tu vois. Donc ça va dépendre des niches, ça va dépendre des business, ça va dépendre de l'avancée du business. Ça dépend. Je pense qu'on peut faire sans, mais on peut aussi faire avec. Ça peut être. Si la personne a vraiment zéro connaissance, connaît rien au digital, oui, ça peut être bien de le faire comme ça. Mais j'ai vu des mauvais setters être très bons closers, et j'ai vu des très bons setters être mauvais. Enfin, closers, je crois que j'ai peut-être dit la même Après, il chose, faut mais distinguer aussi inversement. la partie setting écrite, la partie setting oral, parce que pour moi, c'est la partie setting oral qui aura plus tendance à se rapprocher du closing. Moi, j'ai commencé par du setting, mais vraiment très oratoire. Bon, il y avait une partie un peu plus écrite. Et il y a du setting de qualification comme du setting de confirmation de rendez-vous. Donc, pour la faire très courte à nos auditeurs, le setting de qualification, c'est vraiment en général, 3 à 5 questions, mais assez poussées pour aller clarifier l'intérêt de la personne pour ce qu'on va proposer. Le deuxième aspect, c'est ses finances. Le troisième aspect, c'est les défis qu'elle rencontre actuellement. Et le quatrième aspect, c'est le momentum. Donc, c'est à quel point, aujourd'hui, ça doit être un changement dans sa vie. Est-ce que c'est aujourd'hui ou c'est dans 6 mois? Et donc, ça, on est déjà sur un setting déjà plus poussé. J'ai envie de dire, ça donne une petite base pour aller dans le closing, surtout si c'est de manière orale. Donc, c'est du setting plutôt téléphonique, du call setting, que ce soit sur du prospect froid, tiède ou chaud, peu importe. Après, on a du setting un peu plus de prise de rendez-vous et de confirmation de rendez-vous. Donc, c'est aller chercher, donc ça, c'est beaucoup plus écrit. C'est aller chercher du prospect qui correspond à notre cible. C'est aller communiquer avec lui avec quelques messages Instagram et aller comprendre un minimum l'intérêt, etc. Lui mettre un rendez-vous, ou en tout cas, il prend un rendez-vous et confirmer ce rendez-vous et faire en sorte qu'il aille bien au rendez-vous. Et donc, on est quand même sur quelque chose qui s'éloigne de la partie closing. Après, comme dit Steven, on a comment dire, on a des points de vue qui sont différents. Moi, je suis en interne. Steven, tu es un peu plus en externe. Donc, voir aussi par rapport à votre profil, j'aurais juste tendance à dire que le closing, pour moi, c'est pas une compétence qui s'apprend en 2 semaines et on devient très Ah bon oui, non. closer. Non, non. C'est énormément de pratique. Donc, si vous avez la chance ou l'opportunité d'avoir beaucoup de temps libre, pourquoi pas commencer par du setting en même temps que de vous entraîner en closing parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions, beaucoup d'ego mis de côté aussi. Ah oui, ça, oui. C'est énormément d'ego de mis de côté quand on te dit c'est nul à chier, point. Et après, il faut aller comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne pas aussi bien que dans ses rêves. Et après, il faut pratiquer. Et après, il faut se faire corriger, il faut répéter. Et je dirais que c'est pas même pas en un mois, même pas en 2 mois qu'on devient très bon closer. C'est en ayant fait beaucoup de pratiques en ces temps, Mm. en allant se lancer concrètement dans le bain, en prenant ses premiers appels, en se prenant des claques, en comprenant, en analysant ses propres appels aussi. Donc rien ne vous empêche de faire les deux. Si vraiment le setting c'est pas quelque chose qui vous intéresse, alors allez sur 100% du closing. L'un n'empêche pas l'autre. Et puis comme dit Steven, on peut être très très bon au setting et se rendre compte qu'en fait le closing c'est pas du tout fait pour soi, parce que ça demande quand même beaucoup plus de compétences et on peut être très très bon en setting en l'occurrence, ou alors très très bon en closing et le setting on n'en veut plus ou on n'en veut pas du tout. Ça, après c'est au choix de chacun. Donc merci Steven pour ton petit point de vue, légèrement différent du mien. Toi qui as, toi qui as recruté pas mal de setters et pas mal de closers, notamment parce que c'est un des services que tu proposes pour tes clients, donc tes coachs sportifs actuels. Est-ce que tu aurais des tips à partager aux infopreneurs pour le recrutement? J'en aurais même pas. Honnêtement, avant, j'aurais dit oui. Maintenant, j'en ai même plus parce qu'en fait, les gens mentent tellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, limite, les pires personnes que j'ai eu en call, c'était les meilleurs. Et les meilleurs que j'ai eu en call, c'était les pires derrière. Donc, je dirais pas Mm. qu'il y a un tips. Même si en management, tout ça, j'ai quand même géré des équipes, même quand j'étais salarié, tout ça. Et j'en ai géré pas mal, que ce soit avec l'agence, enfin, mes 3 agences et tout. Aujourd'hui, les setters closers, le problème, c'est que c'est vraiment. Moi, je dirais le tip, c'est est-ce que prenez quelqu'un qui a pas d'ego, qui est prêt à prendre et qui a faim d'argent. Honnêtement, prenez ça et vous aurez la bonne personne. Et quelqu'un qui fait pas de faute d'orthographe, c'est sur la partie setting. Mm. Oui, tout le reste, cherchez même pas, entre guillemets. Moi, je vois des gens qui me disent, ouais, moi, il faut que mon setter soit beau, mon setter soit une femme de 20 ans, il faut que. Alors, tout ça, on s'en fout total. Hein, limite, les meilleurs setters que j'ai, franchement, j'aurais jamais pensé que ça allait être les meilleurs. Hein. Moi, quand j'ai même des clients, je leur dis, attention, tu me diras si ça te convient pas, il y a peu de chances qu'ils te conviennent, mais on a un setter au moins.
Au bout de 4 jours, on voit le mec, il a booké je sais pas combien de calls, tout est quali, ça close tout seul, il fait des rapports incroyables. Je suis en mode, ah ok, bon écoute, tant mieux. Mais comme j'ai vu aussi des setters, par contre, un setter, généralement, au bout de 3 mois, il part. Même s'ils gagnent de l'argent, on se rend compte qu'ils veulent lancer leur business, qu'ils veulent faire autre chose. Au bout de 3 mois, il part, donc le renouvellement de setter est Oui, il y a hallucinant. énormément de turnover. C'est des Et les, niches. close- et les closers, je dirais. Alors, il y a deux principes. Alors, moi, mes amis me diront qu'un closer sans expérience, c'est ok. Moi, d'un point de vue, pour l'avoir vu, un closer sans expérience, c'est mort, c'est ingérable. En fait, c'est pas ingérable. Si vous êtes infopreneur, vous êtes prêt à prendre le temps, c'est ok. Mais moi, je sais que si demain, la personne rejoint mon accompagnement et je lui place un closer sans expérience, en fait, vu qu'il est que 4 mois d'accompagnement chez nous, ça va pas lui convenir parce que ça prend trop de temps à former, etc., qu'il a pas les résultats qu'il veut, qu'il perd de l'argent. Surtout que Donc, là, je dans ce dirais que que c'est tu compliqué. dis, surtout que là, dans ce que tu dis, il y a une métrique importante. Et c'est là où tu parlais d'ego tout à l'heure et que je rebondissais sur l'ego. Et je pense que ça concerne aussi les infopreneurs et que des fois, il faut dire les choses cash. Beaucoup d'infopreneurs qui mettent pas aussi leur ego de côté. Quand on ne sait pas closer soi-même, parce que être aujourd'hui infopreneur et avoir un business, toi, tu as la multicasquette parce que tu as fait, enfin voilà, tu as l'expérience qui va avec, tu as les échecs, tu as les réussites, tu as plusieurs business ouverts, tu as plusieurs business à succès, tu as fait de l'accompagnement, je sais que tu es rentré dans certains incubateurs, etc. Quand tu te lances, je pense par exemple au coach sportif, je prends cet exemple-là parce que c'est tes clients à toi, il y en a qui connaissent rien au closing, hein, connaissent absolument Mais rien. Donc leur implémenter un closer pour qu'eux-mêmes gèrent un closer, mais sans avoir les compétences nécessaires en closing, en management en closing, c'est quand même se mettre... moi, je suis un peu contre les closers. En fait, les closers, pour moi, c'est vraiment en dernier recours qu'on en met un. Ah, toujours sur les coachs sportifs. Je dis bien sur les coachs sportifs. Je dis bien, c'est vraiment J'aime bien. à éviter. En fait, c'est bien, oui, mais encore une fois, comme tu as dit, le problème, c'est de savoir aussi gérer un closer. C'est pour ça que souvent, on va dire, bah tiens, mais head of sales. Mais head of sales, bah, ça coûte aussi de l'argent. En fait, c'est toute une question de savoir ce que veut la personne. Moi, j'ai des personnes ils s'en foutent de l'argent. Ils ont 5K sur le compte sur le mois, bah tant mieux. Mais j'en ai d'autres, par contre, ils gagnent 20 000. Si tu leur enlèves 100 euros, ils sont déjà au bout de leur vie. Moi, je vois des coachs. Pour 100 euros, ils vont pinailler avec leur setter. Ouais, mais Oui, mais là, mindset éclaté. Mindset éclaté. Parce que s'ils pinaillent pour 100 euros, ils iront pas loin. Tu vois, ça ouais, revient au mindset parce que c'est comme tu disais tout à l'heure, si sur 350 000 euros, tu payes 50 000 euros, personnellement, hein, quand tu as vraiment travaillé ton mindset et que tu es quelqu'un de performance, avec des valeurs comme c'est ton cas et c'est mon cas, moi, je te donne 100 euros chigner les 50 000 euros parce que je sais que je vais en avoir 300 000. tout à fait. Mais attention, encore une fois, là, c'est aussi c'est pas qu'une question de ma scène, c'est une question, je dirais, d'éducation et aussi d'entourage. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, souvent, ces personnes-là, ils ont aucun entourage qui gagne de l'argent. Et en fait, ils sont trop dans la peur de perdre de l'argent en fait pour en gagner plus. Mais en fait, je leur dis, le business, c'est tu mets 1 euro, t'en gagnes 2, tu mets 2, t'en gagnes 4. Moi, c'est pas un truc tout bête. Les gens me disent, ouais, t'as loué une Lambo, enfin, c'est ridicule. Moi, j'achèterais pas. Bah, toi, t'achèterais pas, mais t'as pas acheté avant non plus quand je la montrais pas. Quand je vivais en Provence, tu me disais, j'étais à la limite à la campagne, t'achèterais jamais. J'ai acheté une Lambo, j'ai fait 3 clients. Enfin, j'ai pas acheté, j'ai loué. J'ai loué une Lambo, j'ai fait 3 clients. Je dis, en fait, encore une fois, j'ai mis un billet de 1000 balles de location, j'en ai fait plus de 60 000. Je dis, honnêtement, ça me dérange pas. En fait, c'est toujours mettre où en mettre son argent pour en gagner plus. C'est Après, il y tout. a aussi cet aspect-là que même quand on met son argent, des fois, on peut ne pas le retrouver parce que c'est le risque du jeu aussi. Ce que tu Franchement, j'ai du disais. mal. Ouais. Peu importe même dans les accompagnements où j'ai perdu de l'argent, ou enfin pour moi j'ai perdu de l'argent, en fait, du moment où vous avez un accès, que vous avez de l'info, il y aura forcément 1% qui va vous apporter quelque chose. Oui, C'est bien sûr. obligé. Et pas Moi je leur forcément dans dis, l'immédiat. Ça peut non, être. pas dans les médias. Mais des fois c'est 1% et ces 1% change la vie. Par exemple, Russell Brunson, je crois, alors si je dis pas de bêtises, hein, c'est Russell Brunson qui fait des calls 70K à l'heure, peut-être que je me trompe, hein. Je crois que c'est lui. Il te donne des infos dans 1 heure de call qui peuvent te rapporter peut-être 500K, voire 1 million sur l'année. Évidemment, t'as peut-être pas les moyens de mettre ça en place aujourd'hui. Mais ça t'a apporté une nouvelle vision et des nouvelles choses qui vont te permettre de faire beaucoup d'argent. C'est comme moi, il y a des personnes qui prennent des calls avec moi, ils vont me payer 2000 euros le call, ils ressortent, certains vont faire 10, 15, 20K derrière ça. Parce qu'ils ont besoin juste de débloquer une situation, de débloquer un problème que je peux leur apporter. C'est tout. Ouais, c'est clair. Et tu vois, là par exemple, hier, j'ai un mec qui avait pris 2000 euros un call, il avait 200 abonnés. J'ai vu qu'en fait maintenant il avait 7000 en 2 mois. Et du coup, je dis, bah écoute, ça va bien, t'as explosé, machin. Il me dit, ouais, mais en fait, le mec, il se rend même pas compte que c'est le call qui l'a aidé. En fait, il me dit, ouais, si j'ai compris 2, 3 trucs, je lui dis, t'as compris quoi? Et il me donne les 3 trucs qu'il a compris. Je dis, mais en fait, les 3 trucs que t'as compris, je lui envoie la synthèse de notre call. Je lui dis, c'est ce que je t'ai dit il y a 2 mois. Donc t'as pas C'est compris. Je clair. lui dis, je te l'ai juste apporté, tu vois. Ouais. Et en fait, il a juste par ego, il arrive pas à accepter qu'en fait, c'est le call qui lui a apporté cette. Parce que ça faisait déjà 3 ans qu'il avait pas d'abonnés, qu'il avançait pas.
Clairement. Donc ça rejoint ce que tu disais aussi sur la partie mindset. Et dans la partie mindset, il y a la remise en question bah, de son éducation, qu'elle soit culturelle ou financière déjà. Parce qu'on a tendance aussi, après c'est mon point de vue, mais je le vois beaucoup en appel de closing, mais on a tendance à rejeter sur le fait que bah, on n'est pas une culture de l'investissement, mais à un moment donné aussi, si tu veux te bouger et que ça te paraît pas Tout à fait. normal, toi, d'investir, je pense pas que c'était ton cas. En tout cas, ce n'est pas le mien. Quand j'ai commencé à faire d'investissement, personne autour de moi ne faisait ça. Je n'ai été guidée par Mais, personne. Alors, je suis pas un exemple, hein, mais c'est juste que mais l'argent que j'ai sorti, je ne l'ai jamais vu d'un parent, d'un proche, d'un ami, etc., etc. C'est vraiment cette culture-là d'aller. Moi, je viens du sport de haut niveau, donc d'aller vraiment dans la performance, d'aller vraiment s'en donner les moyens, et que pour moi, ça paraissait naturel d'investir en moi, en mes compétences, pour pouvoir soit faire de l'argent derrière, soit pour pouvoir m'améliorer mentalement, intellectuellement, et toujours aller progresser. Mais en fait, moi je parle d'un truc tout bête, hein, mais les gens payent des écoles 20, 30 000, 50 000 euros pour quelques années. Ils payent des formations à tout va pour des trucs de merde. Je leur dis, mais en fait, c'est pareil. En fait, si vous voulez apprendre. Demain, votre chirurgien, il a bien forcément payé 10 ans, 12 ans d'études pour devenir chirurgien. Donc, payer. Enfin, si vous voulez apprendre une compétence ou vous développer, vous serez obligé de payer. Alors, certains me disent, ouais, il y a YouTube. Je dis, YouTube, en fait, le contenu gratuit aujourd'hui, pour moi, n'apporte aucune valeur. C'est-à-dire que c'est du contenu gratuit, ne vous pousse pas, il ne vous sort pas de votre zone de confort. Et ce contenu gratuit, souvent à 90%, c'est les mêmes choses qui été appliquées, c'est des trucs en fait qui sont même qui fonctionnent pratiquement plus. En De toute fait, donc façon, je ce dis en qui fait fait le la contenu quoi. différence, c'est l'accompagnement. Ce qui fait la C'est différence, ça. c'est l'accompagnement en se faisant accompagner par des personnes qui ont l'expérience de terrain. En fait, à un moment donné, Tout à fait. se bourrer le crâne d'informations, ça n'a rendu personne riche. Voire au C'est ça. contraire, parce que j'écoutais un podcast vite fait d'un infopreneur qui aujourd'hui réussit plutôt bien sa vie, mais qui disait, j'ai perdu 4 ans de ma vie parce que j'étais tellement conditionnée en mode scolaire que j'ai lu tous les livres de vente et que je suis capable de te faire toutes les synthèses et de faire même des commentaires littéraires sur tous les livres de vente. Mais pendant 4 ans de ma vie, je n'ai lu que des livres et je ne suis pas passée à l'action. Bah, c'est la même chose pour les formations, hein. Pour moi, les formations, c'est des livres numériques, quoi. Donc, s'il n'y a pas le passage à l'action avec l'expérience de terrain Ah et mais réellement, j'ai concrètement, la j'ai- pratique, j'étais comme ça pendant 2 ans, j'ai investi tout mon argent dans toutes les formations qui existaient pour avoir les meilleures connaissances, mais je passais pas à l'action. En fait, je faisais de l'argent, attention, mais je passais pas à l'action assez. Et en fait, j'étais tout le temps là à vouloir, ah non, mais il me faut une nouvelle formation, il me faut une nouvelle formation, il me faut une nouvelle formation. Mais en fait, j'avais pas juste pas compris que si je mettais déjà en pratique la première à fond, j'aurais déjà fait 100 fois plus, tu vois. Donc, encore une fois, hein, c'est pas ça. Pourquoi il y a des personnes, en fait, ils ont jamais pris de formation, ils ont réussi parce qu'ils ont juste le culot de passer à l'action. Pourquoi quelqu'un de 17 ans aujourd'hui fait des millions? C'est parce qu'en fait, il a aucun problème à dire, bah tiens, je vais prospecter 4000 personnes. Tu vois, genre, vraiment, il va y aller, et il se prend pas la tête, et ça, il fait du cash, et hop, même l'argent qui rentre, il se rend même pas compte de la valeur, tu vois. tes premiers clients avec Rivia, comment ça s'est passé? Full organique, mix ads organique, J'ai c'est toujours quoi? été 90% organique et très peu d'ads, hein. J'ai jamais été très ads. Parce que le principe des ads, c'est qu'en fait, on perd beaucoup d'argent au début. Je parle attention sur les coachs sportifs. Sur des niches, certaines niches, vous allez gagner de l'argent Mhm. tout de suite. Sur les coachs sportifs aujourd'hui, on le voit, euh, c'est très compliqué parce qu'en fait, le closing, il faut être bon. Et dans le froid, dans le lit froid, souvent les coachs sportifs sont pas bons. Donc il faut être bon. Et puis les ads, il faut quand même du budget. Il faut quand même pouvoir faire des ads. Donc le script ads, à la limite, certains le payent, d'autres non. Le montage des ads, le tournage. Vous allez avoir aussi après la publicité le budget pub. Et suivant si vous prenez quelqu'un pour gérer vos pubs. Enfin, ça a un coût assez important. Et derrière, souvent, les gens, ils n'arrivent pas à closer. Moi, j'ai eu des coachs en call qui me disent, Steven, j'ai eu 200 rendez-vous via les ads, j'en ai closé aucun. Je sais pas, après, certains, je vais regarder, c'est pas du tout des leads qualifiés, mais certains ont des leads qualifiés, mais en fait, ils sont très très mauvais en closing. C'est là En la fait, complexité. je Et ça dirais que rejoint ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, là, il y a un besoin. Donc, aller dans des niches et des business où il y a un réel besoin. Parce que si les coachs, les infopreneurs ne sont pas eux-mêmes très bons en closing, ça veut dire que même si c'est le plan B, comme disait Steven, par exemple, lui, il recommande pas directement de recruter un closer, il recommanderait plutôt à l'infopreneur de se former dans cette compétence-là de setting et de closing et lui-même pratiquer pour après, par la suite, pourquoi pas déléguer. Mais ça montre aussi qu'il y a un besoin. Donc en fait, aller sur des niches où il y a du besoin, et c'est pour ça que je le disais, je le répète, tout même à si fait. je suis dans la vente, donc c'est peut-être pour ça aussi que je prône, même si je ne le pense pas, parce que je pense que c'est d'un point de vue objectif, aller dans les niches où il y a un besoin. Et la vente, il y aura toujours un Ah, mais besoin dans toutes les niches. il y aura toujours un besoin, et puis de toute façon, il y a tellement de personnes qui sont pas bons en vente, ils ont toujours besoin de vous, hein. Vraiment. C'est ce que j'ai remarqué. Mais toi, à titre personnel, tu avais fait de la prospection ou il venait avec toi, enfin, il venait directement à toi via ton organique? De quoi les coachs? Oui, à tes tout Moi, les débuts. coachs,
À mes tout débuts, non, c'était le setting. Mais en fait, à l'époque, je faisais du setting. En fait, c'était du setting. Je faisais du setting. Je disais, bah tiens, écoute, je te propose, je te fais un loom si ça peut t'aider. Et les personnes prenaient un call. C'était aussi simple que ça à l'époque, hein. C'était quand même plus simple qu'aujourd'hui. Et Voilà, tu c'était dirais vraiment du qu'aujourd'hui setting. c'est plus compliqué parce qu'il y a trop de messages de prospection? Tu penses que c'est saturé? Ouais, ouais, c'est saturé. Mais c'est pas une question, c'est saturé le problème. C'est qu'il y a une question, il y a trop d'arnaqueurs et de scammers. Et du coup, en fait, aujourd'hui, notre entre guillemets, profession ou business est mal perçue. Donc en fait, c'est très très compliqué d'avoir la confiance. Et puis en fait, il y en a qui se sont fait trop arnaquer d'argent, donc ils veulent plus. Et il y en a d'autres, ils ont tellement entendu les échos de quelqu'un, ah bah tiens, j'ai jamais réussi. Tu vois, on parlait de l'entourage positif, mais il y a aussi l'entourage négatif. Mm. Moi, j'ai vu, le pire, c'est les soirs entrepreneurs en France. Les soirs entrepreneurs en France, ils viennent uniquement pour se closer les uns les autres. Et quand tu les écoutes, ils ont fait tous les accompagnements, ils n'ont jamais eu de résultat. Ils font 2 cas par mois et ils se prennent tous pour des Jeff Bezos. C'est hallucinant. Moi, on m'a invité à quelques événements, je les ai fait, j'ai plus jamais. En fait, personne faisait de l'argent. Personne faisait de la Mm. thune. Genre, la plupart, déjà, ils faisaient 500 euros, 1000 euros, ils étaient déjà contents. Ils venaient là, en fait, pour closer Oui, c'est un peut-être tel. par statut, quoi. En fait, c'est l'ego. C'est par statut. Ouais. Je suis En fait, infopreneur, je suis entrepreneur. c'est. En fait, souvent, certains là-bas, j'aime bien ce qu'ils me font rire, c'est qu'ils parlent de réseau. Ils disent, ouais, non, mais il faut rentrer dans le BNI, il faut rentrer dans ces trucs-là pour du réseau. Mais en fait, la vérité, c'est juste que vous voulez vous closer les uns les autres et qu'il n'y a pas d'autres clients qui veulent de vous, pratiquement. Enfin, c'est du réseau de plus, oui, mais à 90%, on va pas se mentir, t'as juste closé en fait les membres du groupe, quoi. Et en fait, une fois que t'as fait ça, Bon, clairement. une fois que t'as fait ça, tu vas en faire un autre, puis un autre. En fait, c'est, enfin, je trouve ça pas malsain, c'est une façon de faire son business, tu vois. Mais je trouve ça, enfin, si tu dois faire ça pour faire, enfin, fructifier ton business, waouh. Enfin, à la fin, en fait, t'as bossé avec limite tout ton village, quoi. Tant mieux, hein, mais c'est pas ma vision du business où en ligne tu peux faire beaucoup plus d'argent avec des gens dans le monde entier. Nous, on a des gens en Espagne, en Belgique, en Guadeloupe, à Bali, en Suisse, on en a partout, quoi. Je préfère 1000 fois ça, hein, que d'avoir closé tout un village, hein. Et toi, à titre perso, les infopreneurs, donc les coachs sportifs que tu fais entrer, c'est quoi leur parcours exact pour apprendre les compétences en setting et closing? Tu leur apprends vraiment setting, Mm. closing eux-mêmes et après Setting. Setting, en fait, nous, maintenant, on place un setter. On leur dit. directement? Ok. Ouais, s'ils nous demandent comment ça marche, on va leur dire, mais il y a de grandes chances que non. Enfin, on n'est pas trop. Parce qu'en fait, on place un setter. Généralement, ils veulent pas faire setting. Enfin, 99% ne veulent même pas envoyer un Mhm. message. Donc place un setter. Et closing, par contre, non, on écoute les calls, on les débrief, on les forme. Il y a une formation sur School, il y a des calls de groupe, il y a des calls individuels. Le closing, on est beaucoup dessus, mais comme tu disais, ça prend bien 2 3 mois avant d'être bon en closing. Et le problème, souvent, certains, ils vont faire 100 Et calls. encore. Moi, je mets Ouais, la nuance de si on pratique énormément. Pour moi, c'est la pratique qui fait le game changer en closing. pas tout le monde, hein, je te dis, il y en a certains, ils peuvent faire 300 calls Oui, bah dessus. après, Enfin, c'est la pratique pour les gens qui voilà. ont les prérequis pour être de bons Voilà, closers. Après, pour les autres, exactement. moi, Donc, encore une fois, ça dépend. Ça dépend. ça dépend. Oui, ok. Sur ce principe-là, je te rejoins. Voilà. Et Donc, bon. tu disais aussi les personnes, elles ont peur de se faire scam, de se faire arnaquer parce qu'il y a eu trop Ouais. ça sur le marché. Pour moi, j'aurais tendance à dire, même si je sais que c'est quelque chose qu'on a dit en 2024, en 2025, enfin, aujourd'hui on est en 2026, c'est que s'il n'y a pas de personal brand, si les gens ne t'ont pas vu sur LinkedIn, YouTube, Instagram, je sais pas, si vous voulez TikTok, peu importe, qui vous ont pas vu concrètement votre vision du monde, comment est-ce que vous communiquez, avec quel type de personnes vous interagissez, quel type de valeurs vous partagez, etc. C'est quand même compliqué d'aller closer des personnes sans avoir de problème derrière parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le taux de churn aussi, qu'il y a le taux de je me désinscris, je me désengage au bout de 2 7 jours parce que ça me correspond pas. Enfin voilà, c'est un autre débat, mais il y a ça derrière. Pour fidéliser son client, c'est important. Bon, je crois qu'on a tout dit aujourd'hui sur cette partie closing, setting et pouvoir se lancer sur les réseaux. Concrètement, je suis d'accord. Est-ce Mais que tu écoute, ajouterais quelque chose? non, je te laisse, j'aime bien clôturer en te disant, toi Steven, si tu devais donner un mot de la fin, ce que tu veux, à qui tu veux, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Bah, si vous avez écouté ce podcast entier là jusqu'à maintenant, bah, c'est passer à l'action dès maintenant et commencer à faire vos premiers deals, vos premiers closes. Ou si vous n'avez pas de business du tout, commencez à trouver ce qui vous plaît et vous lancer tout de suite. Là, ça dépend à quelle heure vous allez regarder ça, mais lancez-vous rapidement, perdez plus de temps. Chaque jour que vous ne vous lancez pas, vous perdez des milliers d'euros. Et vous perdez aussi le changement de votre vie suivant les objectifs que vous voulez atteindre. Donc ça, c'est un peu le mot de la fin. Si votre vie aujourd'hui, vous l'avez dans le sud de la France, partir dans un autre pays, et que vous n'y êtes pas encore, c'est que vous passez trop de temps sur les podcasts.
Merci pour tout, Steven. Je mets toutes tes informations en bio de cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et Instagram également. Merci à toi encore une fois parce que tu nous as partagé beaucoup de valeurs. Et puis, bah, au plaisir. En tout cas, si vous voulez Au revoir plaisir. Steven sur un autre podcast ou sur un autre format, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Envoyez-lui le max de petits commentaires. Et puis, on se retrouvera, pourquoi pas, peut-être d'ici quelques temps. Merci.